Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission qui fait suite à l'émission précédente dans laquelle je parlais de Ferrari. Je vous avais parlé du storytelling de Ferrari, je vous avais parlé des chiffres de Ferrari, chiffre d'affaires, volume de voitures vendues, allocation des voitures par région, etc. et à quel point ces deux parties de l'entreprise, en fait le storytelling et les chiffres, se mariaient bien et étaient cohérents. Et ça c'est quelque chose qui est très classique en bourse, on est toujours balancé entre la belle histoire qu'on nous raconte, ça peut être le PDG mais ça peut être aussi les médias, les fans de l'entreprise, peu importe, les employés, donc toutes les belles histoires qu'on nous raconte souvent, et puis les chiffres. Et c'est vrai que même si je vous disais que j'avais tendance à plus croire les chiffres, on peut pas faire comme si l'histoire n'existait pas, il faut essayer de comprendre l'histoire de la boîte. Quand je parle d'histoire, c'est pas l'histoire au sens passé, c'est vraiment où va la marque aussi, c'est pour ça que je préfère parler de storytelling, c'est vraiment ce qu'on nous raconte comme historique, valeur de l'entreprise, où elle va, sa vision, ses valeurs, etc. Et pour l'émission d'aujourd'hui, je me suis replongé dans un thème que j'avais déjà mentionné en septembre 2020, c'était le thème de l'hydrogène. Donc en septembre 2020, l'hydrogène c'était vraiment mentionné partout comme étant l'une des solutions majeures pour la transition énergétique. J'avais fait 2 vidéos sur le sujet, justement, une vidéo pour comprendre la place de l'hydrogène dans la transition énergétique, et une deuxième vidéo pour essayer de trouver les meilleures entreprises en fait du secteur. Et en fait, j'avais été hyper déçu, c'est que j'en avais trouvé aucune et j'avais vraiment publié la vidéo quand même en disant il y a aucune entreprise que je trouve réellement intéressante. Pourtant, j'avais listé les plus grosses entreprises du secteur, mais les chiffres étaient trop mauvais. Et j'étais aussi pas du tout convaincu par l'histoire qui était racontée. Comment produire de l'hydrogène bas carbone, comment le stocker, comment améliorer le rendement, qui est très faible, en rendement d'à peine plus de 20%, etc., etc. Je voyais vraiment la route comme encore très longue et les entreprises vraiment surévaluées par rapport au niveau actuel de la technologie hydrogène. Et par curiosité, j'ai regardé les performances des valeurs que j'avais étudiées à l'époque, elles ont toutes baissé, la meilleure de seulement 7%, mais la moitié des valeurs que j'avais listées ont baissé de plus de 60%. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce storytelling autour des valeurs de l'hydrogène avait entre-temps, donc même si elles ont toutes baissé entre-temps, ça les avait propulsées souvent du double, voire de plus du double, pendant une période avant que la bulle s'effondre. Et en fait, ce qui m'a permis de ne pas être pris dans ce bain de sang, c'est d'abord d'avoir étudié les chiffres, et notamment la survalorisation des entreprises, mais pas seulement, j'ai quand même écouté le storytelling de ces entreprises, donc on me vendait vraiment le futur, et la solution pour la transition climatique, pour la transition énergétique, mais en fait, cette histoire, de ce que j'ai vu, en fait, et ce que j'ai étudié, je ne l'ai pas cru. Mais quelqu'un qui croit à cette histoire de l'hydrogène, ou qui croyait à l'époque à ces histoires de l'hydrogène comme étant la solution, aurait pu être convaincu par les chiffres. Parce que quand on vous présente des chiffres de croissance extrêmement élevés sur un secteur, alors ça peut justifier quasiment n'importe quel niveau de valorisation, quasiment n'importe quel niveau d'endettement, de capex, etc. Donc c'est pour ça que les chiffres, c'est une chose, mais après, il y a l'histoire qui est aussi très importante. Alors bien sûr, même si les histoires de chaque entreprise sont uniques, on peut quand même regrouper un peu les storytelling. Par exemple, un storytelling classique, ça va être l'entreprise low cost. Alors je vais commencer par cette histoire parce qu'elle est classique et bien facile à comprendre. Là-dedans, je peux mettre facilement EasyJet, Ryanair, on peut mettre Walmart, on peut mettre Ikea, on peut mettre McDonald's, on peut mettre Lidl, etc. Donc plein d'entreprises qui ont trouvé un moyen de produire moins cher et qui peuvent obtenir une belle part de marché, justement grâce à leur prix bas, tout en restant profitable. Et ça, c'est le point important, bien sûr, la profitabilité. Donc c'est souvent un cercle vertueux, parce que plus on gagne de part de marché, plus on produit en volume, et plus on produit en volume, et plus on profite des effets d'échelle. Mais pour ça, il suffit pas juste de baisser les prix de vente, il faut réellement avoir des coûts de production plus faibles, sinon on va juste perdre de l'argent, ou alors avoir des marges extrêmement faibles. Autre catégorie qui est extrêmement présente sur le marché depuis 2010, ça vous les connaissez bien, ce sont les disrupteurs. Donc là-dedans, on peut mettre Tesla, Airbnb, Uber, Spotify, etc. Donc ce sont des entreprises qui ont identifié un gap, un problème, en fait, dans des produits et services qui sont vendus. En fait, ils ont vu que la proposition des entreprises actuelles n'était pas satisfaisante et vont essayer de changer la proposition. Donc ça peut être dans l'automobile, j'ai déjà mentionné Tesla, ça peut être dans la musique, ça peut être dans l'hôtellerie, donc avec Airbnb par exemple, ça peut être dans les taxis avec Uber qui arrive et qui dit ce que proposent les taxis
c'est pas satisfaisant en termes de tarifs, de disponibilité, etc., etc. Et donc, ils vont balayer un peu toute l'ancienne proposition. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, avec le temps, la nouvelle proposition devient le nouveau standard. On passe de la télé ou des ventes de disques au streaming, on passe de la voiture thermique à la voiture électrique, etc., etc. Maintenant, on peut mettre aussi dans une catégorie qui va être vraiment classique, les leaders. Donc ça va être une grosse entreprise qui a déjà une énorme part de marché, qui va avoir une marque parmi les plus connues du monde, une grosse force de frappe financière qui va écraser toute la concurrence. Donc là-dedans, on peut mettre pêle-mêle, on peut mettre Apple, on peut mettre Alphabet, on peut mettre Microsoft, puis sur des peut-être plus des niches, on peut mettre Coca-Cola, on peut mettre Starbucks, mais voilà, des groupes qui vont un peu écraser la concurrence. Mais ce que je trouve aussi très intéressant comme catégorie, ça va être une catégorie que j'appellerais peut-être l'éternel numéro 2 ou bien l'outsider, etc. Ça va être des entreprises qui sont deuxième en termes de part de marché, mais certaines fois troisième ou quatrième, donc qui ne sont pas les leaders, mais qui vont proposer un produit meilleur, par exemple, ou bien un produit moins cher, qui va souvent essayer de jouer sur une image décalée, peut-être un peu plus cool. Par exemple, on peut citer Dyson du côté des aspirateurs, qui vont vraiment jouer sur de la qualité, sur de l'innovation, etc., et qui n'a pas peur de proposer des produits beaucoup plus chers que la concurrence. On peut parler de Pepsi, bien sûr, l'éternel numéro 2 dans les sodas. Alors, Pepsi, c'est une entreprise qui s'est bien transformée, qui maintenant s'est bien diversifiée hors de la boisson, mais voilà, qui va essayer de jouer sur une image un peu plus décalée, peut-être un peu plus cool à une certaine époque, ou bien aussi sur les prix, qui va essayer de concurrencer Coca sur les prix, etc. Donc qui est vraiment un peu un emblème du numéro 2. Dans les fournisseurs internet, il y a Free qui peut être vu comme ayant un peu cette place avec une image un peu décalée aussi. Mais ce qui est drôle, c'est que je vous ai déjà cité Apple comme étant l'une des marques qu'on classerait dans les leaders aujourd'hui, mais en fait Apple a très souvent été, très longtemps plutôt été dans cette catégorie de l'outsider, du numéro 2, quand il faisait surtout des ordinateurs, hein, donc avant que l'iPhone, avant 2007, avant que l'iPhone arrive. Et justement, puisque je parle d'Apple, c'est marrant parce que c'est une entreprise qui a eu un peu tous les types de storytelling. Donc, comme je disais, quand ils faisaient que des Mac, avant l'iPhone, c'était l'outsider, hein, loin derrière Microsoft. Ils avaient une image plus cool, ils avaient Steve Jobs avec leur gourou, ils avaient de vrais fans, ils avaient une attention particulière au design, etc. Ils étaient très, très aimés des créatifs, hein, c'est toujours le cas, mais voilà, essayez de... Donc ça, c'était dans cette catégorie, ils correspondent bien à cette catégorie de l'outsider, en fait, avec... On propose quelque chose de différent, on veut pas forcément être leader, on veut sortir un peu de la marge. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que à l'époque, le fait que ce ne soit pas le leader, c'était justement un moyen pour beaucoup de personnes de se démarquer. Aujourd'hui, on se démarque plus depuis très longtemps avec un produit Apple, mais à l'époque, on pouvait vraiment se démarquer. On était un peu différent quand on avait un Mac plutôt qu'un PC. Donc ça a été la partie outsider. Puis ensuite, quand l'iPhone est arrivé en 2007, ils ont disrupté le marché du téléphone, le marché du smartphone. Donc, nouvelle histoire, nouveau storytelling autour d'Apple. On est passé de l'histoire du storytelling outsider avec un nouveau storytelling autour donc de la disruption. Ensuite, ils sont passés du disrupteur au leader avec à nouveau un storytelling un peu différent. Mais ce qui est intéressant autour de toutes ces histoires de storytelling, c'est quand les histoires se confrontent. Par exemple, quand on a un disrupteur qui apparaît sur un marché, sur lequel en général est déjà présent un leader, et qu'on écoute les storytelling des deux PDG, de celui qui est déjà en place, déjà leader, et du disrupteur qui va essayer de piquer sa place, c'est pas toujours évident de savoir lequel croire. Par exemple, quand Apple lance l'iPhone en 2007, il y a déjà Nokia et BlackBerry qui sont les deux leaders incontestés des smartphones. Il y a assez peu de personnes qui croyaient réellement qu'Apple allait pouvoir se prendre une belle place. 2 ans plus tard, les choses ont un petit peu changé. Donc on est en 2009. Nokia a toujours 38% de part de marché. Imaginez, c'est vraiment monstrueux. Suivi de BlackBerry avec 20%. Donc on est avec seulement 2 acteurs qui ont 58% des parts de marché. Apple était déjà à 16%, donc quand même très grosse réussite. Là où on voit que l'iPhone a percé très très vite. Et puis on a Samsung à seulement 3,3%. Et pour rigoler, je suis allé regarder l'annonce de résultats de Nokia au 4e trimestre 2009, donc au moment où Nokia a 38% de part de marché. Et Nokia nous parle du meilleur trimestre qu'ils n'ont jamais eu, à la fois en termes de chiffre d'affaires, en hausse de 18%, en termes de marge, avec une marge opérationnelle de 34%, et ils nous racontent une très belle histoire. Et quand on est dans ces cas-là, quelle histoire croire? L'histoire du leader, donc l'histoire de Nokia, qui nous
montre, enfin qui nous fait croire en tout cas que son histoire va continuer, ou bien l'histoire d'Apple, ou encore celle encore plus étonnante à l'époque de Samsung, qui n'avait que 3% de part de marché. Et le truc qui est intéressant, c'est que on peut pas croire à la fois le storytelling de Nokia et le storytelling d'Apple et de Samsung. À un moment, il faut faire un choix, et c'est pour ça que les histoires sont si intéressantes. Aujourd'hui, c'est facile, on connaît la fin de l'histoire, on sait que Samsung et Apple sont devenus co-leaders du marché des smartphones, avec respectivement 22% pour Samsung, 20% pour Apple de part de marché. Nokia et BlackBerry ont disparu. Mais on voit aussi qu'aux places suivantes, donc à la 3e, 4e, 5e place, on a les marques chinoises qui se sont fait une grosse place, avec chacune autour de 10% de part de marché. Et donc, j'ai envie de dire à nouveau, quelle histoire croire? Est-ce que c'est l'histoire des deux leaders actuels? Ça paraît une évidence pour un peu tout le monde que Samsung et Apple vont rester les monstres du marché du smartphone qu'ils sont. Ou bien, est-ce qu'on croit dans l'avenir du marché du smartphone chinois? Ben ça, ce sera une réponse qu'on aura que dans 10 ans. Parmi les histoires aussi, les storytelling que je trouve intéressantes, c'est toutes ces histoires d'océan bleu, du nom de cette stratégie qui consiste à aller sur un marché sur lequel il n'y a aucun concurrent. On va créer son propre marché, comme l'a fait Doctolib, ou bien comme l'a fait JCDecaux. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, une vidéo qui, de mémoire, n'avait pas très bien marché. Pourtant, je trouve que cette stratégie océan bleu, c'est vraiment, pour des étudiants, par exemple, en stratégie en école de commerce, c'est vraiment une stratégie intéressante. Donc, quand on étudie une entreprise, on est obligé, nous aussi, de croire à une histoire. Parce que je vous ai donné quelques catégories, mais au final, chaque histoire est unique. Et quelqu'un qui étudie Amazon et le voit, par exemple, comme un leader du cloud, qui va énormément profiter de l'intelligence artificielle, etc., si c'est votre storytelling autour d'Amazon, alors vous n'allez pas avoir la même vision que l'investisseur qui va voir Amazon comme une entreprise e-commerce low cost qui essaie de couler tous ses concurrents en baissant ses marges jusqu'au moment où il sera suffisamment leader pour pouvoir réaugmenter ses prix, etc., etc. Et là où il faut être attentif, c'est que les entreprises changent, elles changent leur storytelling, et nous, on doit aussi s'adapter. Nous, quand je dis nous, c'est en tant qu'investisseur, analyste financier, peu importe. Par exemple, Mark Zuckerberg, il a eu longtemps un storytelling autour de Facebook, Insta, les réseaux sociaux et la pub. Donc, on le voyait vraiment comme le boss d'une société de pub, leader sur les réseaux sociaux. Et puis de l'autre côté, quand il a bifurqué quand Facebook est devenu Meta, quand il a bifurqué en disant moi je veux devenir le créateur du futur métaverse, alors la story de Meta a complètement changé, et en tant qu'investisseur, il faut voir si on adhère à cette nouvelle histoire ou pas. Mais en tout cas, on peut pas faire que regarder les chiffres, parce que les chiffres ont un temps de retard, et avant de découvrir que Mark Zuckerberg a dépensé 40 milliards de dollars dans le métaverse qui finalement ne marche pas, c'est bien d'écouter finalement le storytelling de Mark Zuckerberg pour voir si on adhère ou pas. Et maintenant que Zuckerberg a changé à nouveau son storytelling pour dire le métaverse c'était peut-être un peu tôt et j'ai peut-être un peu trop dépensé, et on revient sur le core business en fait de Facebook et Insta, des pubs, etc. Mais je n'oublie pas le métaverse, mais c'est pas une priorité. Mais là, c'est à nous de voir est-ce qu'on croit à cette nouvelle histoire, et c'est là où on voit qu'il faut tout le temps s'adapter. Et personnellement, je vois qu'il y a des entreprises qui changent beaucoup de storytelling. Alors Meta, c'est vraiment c'est vraiment particulier. Apple, je vous ai dit que le storytelling avait beaucoup changé, mais il faut voir qu'Apple c'est une entreprise qui est maintenant très âgée, et donc oui, elle a changé de storytelling, mais pas tous les 2 ou 3 ans. Par tranche, par une décennie, le storytelling est resté le même. Et c'est vrai que c'est toujours plus facile pour un investisseur d'avoir une entreprise qui ne change pas son storytelling, qui reste toujours sur les mêmes valeurs. Je vous parlais de Ferrari, voilà le type d'entreprise qui a pas trop changé de storytelling, des LVMH, des Air Liquide, etc. Le storytelling est vraiment très similaire. Total, c'est une des plus grosses entreprises françaises, on en parlait énormément. Là encore, à nouveau, le storytelling est très important. Il y a toute une partie, c'est surtout en fait les pétrolières européennes qui ont complètement changé leur storytelling et qui parlent maintenant beaucoup d'énergie renouvelable et qui nous disent qu'elles vont se transformer en entreprise, alors pas d'entreprise purement renouvelable, mais en tout cas avec un mix énergétique, là où les américaines veulent rester des pures pétrolières et gazières. Donc on voit là un storytelling complètement différent entre pétrolières américaines et pétrolières européennes. Donc
Oui, les chiffres, c'est super important. Je vais continuer à beaucoup analyser les chiffres. Ça reste une valeur sûre. Mais ce storytelling, il faut vraiment y faire attention, surtout quand vous êtes engagé dans une entreprise, quand vous avez acheté pour une certaine histoire et que tout d'un coup le PDG commence à la faire changer. C'est toujours un petit peu embêtant. Donc c'est vrai que j'ai tendance quand même à privilégier les entreprises qui ont un storytelling qui est consistant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des storytelling qui vous plaisent particulièrement, voilà, dans les boîtes que j'ai citées ou pas? Mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. J'espère, je croise les doigts, qu'au moment où cette vidéo soit publiée, on soit déjà à plus de 100 000 abonnés. Si c'est pas le cas, bien sûr, faites partie des derniers à vous abonner, ce serait super sympa. Voilà, merci encore pour votre fidélité et à bientôt.